Salam alaikum. Donc voilà, c'est une vidéo de test. Donc là, je vais essayer de parler dans cette vidéo-là du circuit RLC. Bien sûr, c'est une vidéo qui est destinée aux étudiants, aux élèves plutôt, qui préparent leur baccalauréat. Donc, c'est une modeste contribution. J'espère qu'elle va aider les élèves à pendant leur préparation au baccalauréat. Donc aujourd'hui, je vais parler du circuit RLC. Donc c'est un résumé de cours. Vraiment ce qu'il faut savoir sur le circuit RLC régime libre. Et après, on va faire bien sûr des exercices des anciens baccalauréats demain, Inch'Allah. Donc allons-y donc. Voilà, donc circuit RLC régime libre. Donc, qu'est-ce qu'on entend d'abord par régime libre? Un régime libre ou bien un circuit RLC il dit en régime libre lorsqu'il ne subit aucun apport d'énergie après l'instant initial. C'est-à-dire, voilà un circuit RLC. En général, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous avez un circuit, vous chargez par exemple le condensateur, il est là, vous chargez le condensateur, ou bien la bobine, l'un des deux. C'est-à-dire on met l'interrupteur en position 1. Donc souvent, dans les exercices du circuit RLC, on passe toujours par une première étape. On vous dit, on réalise le circuit RC ou bien RL. C'est-à-dire, on charge soit le condensateur, soit la bobine. Ensuite, on va permuter l'interrupteur en position 2. Ici, dans ce cas-là, qu'on parle d'un circuit RLC régime libre. Pourquoi? Parce que vous voyez, maintenant, un circuit RLC n'est lié à aucun générateur. Donc, c'est l'énergie emmagasinée, d'accord, quand l'interrupteur était en position 1, qui va être maintenant utilisée, on va la suivre, comment il va évoluer en fonction du temps, lorsque l'interrupteur se met en position 2. D'accord? Et on va montrer, bon ça, j'ai déjà posté la vidéo sur le circuit RC, tout seul, ensuite sur le circuit RL. Maintenant, je pense, vous êtes capable de retrouver facilement cette équation, mais on va revenir sur les démonstrations après. Là, je vous montre juste ce qu'il faut savoir sur le circuit RLC. D'accord? Bien sûr, il faut savoir retrouver cette équation. Et ça, je pense, tout le monde maintenant a l'habitude de faire la loi d'activité des tensions. Vous faites la tension I de C plus I de L plus I de R égale à 0 et vous allez trouver facilement cette équation-là. Bien sûr, les seules relations à retenir, c'est la relation entre le courant et la charge I égale à D de Q sur D de T. La tension au bord d'un condensateur, c'est Q sur C. Et donc à partir de là, vous allez déduire I est égal à C D de UC sur D de T. Et avec ça, vous allez arriver facilement à cette équation, mais on aura l'occasion de la démontrer quand on fera les anciens baccalauréats. Donc voilà d'abord ce qu'on appelle un circuit RLC régime libre, d'accord? Donc souvent, soit on charge le condensateur avec une énergie électrique et on va permettre dans la position 2 et cette énergie va évoluer en fonction du temps, on verra comment. Soit on met la bobine. Et comme vous savez, la bobine, elle emmagasine de l'énergie magnétique. Parce qu'une bobine parcourue par un courant crée un champ électrique, un champ magnétique. Et un champ magnétique transporte de l'énergie magnétique. D'accord? Bien. Maintenant, on va discuter quels sont les trois cas possibles dans un circuit RLC régime libre. Donc d'abord, dans l'équation précédente, vous avez le terme. D'habitude, quand on a fait LC au RC, on avait toujours une dérivée seconde plus une constante ou bien plus UC égale à 0. On n'avait jamais le terme dérivée première. Donc voilà, c'est ce terme qui est nouveau. C'est D de UC sur D de T. Bien sûr, comme UC il est lié à la charge Q, les deux vérifient la même équation différentielle. Et bien ce terme, c'est ce qu'on appelle le terme d'amortissement. Qu'est-ce que c'est que l'amortissement? C'est une décroissance, il amortit, d'accord? Et on va voir que suivant la valeur de ce terme, vous avez trois cas possibles. Ce qu'on appelle un régime
où il n'y a pas d'amortissement, ça veut dire R plus grand R est égal à 0. Autrement dit, la résistance totale du circuit il est nulle. Ça veut dire que vous avez une bobine parfaite en série avec un condensateur. Et dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle un régime périodique. Vous voyez que la tension aux bornes du condensateur, son amplitude reste constante en fonction du temps. Et bien sûr, c'est un mouvement oscillatoire non amorti. Il n'y a pas d'amortissement, l'amplitude reste constante. Et si on trace I en fonction du temps, on va voir exactement la même chose, sauf il y aura un déphasage. Ça veut dire là où la tension est maximale, on verra que le courant s'annule. Donc s'il n'y a pas de résistance, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'amortissement, il est lié à la présence d'une résistance. Or, une résistance, c'est une dissipation. Là où il y a une résistance parcourue par un courant, vous avez un phénomène de chauffage, donc une perte d'énergie par effet Joule. Donc s'il n'y a pas de perte d'énergie, on va voir, il va rester constante. L'énergie, bien sûr, l'énergie électrique et magnétique. Bon, s'il y a amortissement, ça veut dire si cette résistance est non nulle, qu'est-ce qui se passe? On obtient ce qu'on appelle un régime pseudo-périodique. Pourquoi on l'appelle pseudo-périodique? Parce que souvent, on confond sa période avec la période du régime périodique. Et pourquoi il est pseudo-périodique? Parce que vous voyez maintenant que l'amplitude, elle diminue. Donc là, il est maximal, il a diminué, et il diminue en fonction du temps. Et cette amplitude-là, bien sûr, en fonction du temps, dépend de la valeur de la résistance totale du circuit. D'accord? Et si vous faites varier cette résistance, à un certain moment, les nombres d'oscillations vont diminuer en fonction du temps. Et pour une résistance critique, vous allez avoir disparition des oscillations. Et dans ce cas, on va vers un autre régime, ce qu'on appelle un régime apériodique, qui correspond à une très grande résistance dans le circuit. Donc, un fort amortissement, autrement dit, une grande perte par effet Joule. Donc voilà, bien sûr, on ne vous demande pas, dans les examens nationaux, on ne vous demande pas de résoudre l'équation différentielle précédente, mais souvent, on ne vous demande pas de résoudre cette équation-là. Mais ce qu'on vous demande souvent, vous allez voir, on vous donne le schéma du régime obtenu et il suffit juste de le nommer et dire, bon, s'il y a un régime périodique, pourquoi? Régime pseudo-périodique, pourquoi? D'accord? Bien. Maintenant, on va voir ce qui se passe lorsqu'on a un régime périodique. Ça veut dire là où vous avez la résistance totale est égale à 0. Donc si la résistance totale est égale à 0, l'équation différentielle précédente devient d carré de UC sur dt carré plus 1 sur LC fois UC égale à 0. Ça veut dire on charge par exemple un condensateur, ensuite on la décharge à travers la bobine. Donc à t égale à 0, vous avez le condensateur et il est chargé avec une énergie électrique qui va évoluer en fonction du temps. Cette énergie va diminuer et pendant la diminution de cette énergie, la bobine va emmagasiner une énergie magnétique. Et une fois que le condensateur a complètement libéré son énergie électrique, dans ce cas-là, la bobine va emmagasiner le maximum d'énergie électrique. Et après, la bobine va restituer cette énergie au condensateur qui à nouveau va se charger et on a abouti à un régime perpétuel. Énergie électrique se transforme en énergie magnétique se transforme en énergie électrique et ainsi de suite. Donc bien sûr la solution de cette équation on vous la donne souvent, donc je répète, on ne vous demande pas de résoudre les équations différentielles au baccalauréat, on vous donne la solution, il suffit juste de connaître la signification de chaque terme qui apparaît ici et comment la retrouver. Donc ici, UM, bien sûr, c'est l'amplitude de UC. C'est toujours positif. Ça veut dire la valeur maximale de UC. Parce que vous savez que cosinus est compris entre moins 1 et 1. Donc la valeur maximale de cosinus, c'est 1. Donc UM, c'est ce qu'on appelle l'amplitude maximale de la tension au bord de UC. T0, c'est ce qu'on appelle la période. C'est la distance entre deux maximums consécutifs. Et phi, c'est la phase à l'origine. Donc phi est souvent déterminé par les conditions initiales. Vous allez voir quand on fera les exercices, on vous donne une courbe, il suffit de voir à t égale à 0 quelle est l'expression de UC et ceci va nous permettre de déterminer phi.
Par exemple, on vous donne la solution et on vous dit, pour trouver l'expression de T0, pour que cette expression-là, ou bien cette tension-là, soit solution de cette équation différentielle. Bon, très simple, il faut calculer d de UC sur d de T. La dérivée de cosinus alpha T, c'est moins alpha sinus. Vous remplacez dans l'équation, on dérive une deuxième fois, donc d carré de U de C sur dt carré. Donc la dérivée de sinus de alpha fois t, c'est alpha cosinus. Donc vous avez moins um 2pi sur t0 au carré cosinus. Et vous voyez que um cosinus n'est autre que ic, fois une constante. Donc si je remplace dans l'équation différentielle précédente, on va mettre uc en facteur. Qu'est-ce qui reste? Moins 2pi sur t0 au carré, plus 1 sur lc égale à 0. Ceci est vrai quel que soit t, si et seulement si, bien sûr, ce qui est entre parenthèses, est égal à 0, parce que UC, bien sûr, il n'est pas nul. Donc TC, on va déduire tout simplement que TC égale à 2pi racine carrée de LC. C'est une relation très importante à prendre par cœur. Des fois on vous la donne, des fois il faut la déterminer à partir de l'équation différentielle. Donc voilà ce qui se passe dans un circuit LC où il n'y a pas d'amortissement. Donc ça, c'est absolument savoir comment retrouver l'équation différentielle et après comment déterminer ces constantes qui apparaissent dans la solution en utilisant souvent des courbes qu'on vous donne. Bien, maintenant, une fois que vous avez l'expression de UC, bien sûr, vous pouvez déduire facilement l'expression de Q et l'expression de I. Donc I, Q, c'est, vous avez UC est égal à Q sur C, donc il suffit de diviser UM par C et on le pose égal à QM. Et si vous connaissez l'expression de Q, on passe à l'expression de I. I, c'est d de Q sur d de T. Vous voyez, donc souvent, au baccalauréat, on vous demande soit l'équation différentielle vérifiée par UC, soit l'équation différentielle vérifiée par Q. Mais vous voyez que on peut passer de l'un à l'autre. D'accord? Si on connaît l'expression de Q de T, on peut déduire directement l'expression de UC de T. Et par conséquent, là aussi, on peut déduire l'expression de I. Bon, ce qui est important dans cette courbe, c'est de voir que quand la tension aux bornes du condensateur est maximale, le courant il est nul. Hein? Vous voyez, le courant il est nul. Vous avez un déphasage de pi entre le courant et la charge. Et ça, on va voir son effet sur l'énergie magnétique et sur l'énergie électrique. D'accord? Bienvenue, monsieur Bouzid. Donc voilà, donc c'est monsieur Bla qui nous suivent. Bon, j'essaie de m'occuper un petit peu pour donner une modeste contribution aux élèves du baccalauréat qui sont en ce moment en pleine préparation. Bon, voilà donc la tension I de C et le courant. Donc notez bien, la tension et le courant, il y a toujours un déphasage et ça va avoir un effet très important sur le comportement de l'énergie magnétique et de l'énergie électrique. Donc voilà, on va le voir dans le transparent suivant. Vous voyez, on va cette fois-ci étudier l'échange d'énergie dans un circuit RLC. D'accord? Toujours sans amortissement, là où la résistance elle est nulle. Donc je vais présenter toutes les courbes. Voilà. Maintenant, en rouge, vous voyez, là en rouge, c'est la tension au bord du condensateur. En vert, c'est le courant électrique. D'accord? Donc la tension, l'énergie emmagasinée par un condensateur, c'est 1/2 C fois UC au carré. Donc si vous multipliez UC, la courbe en rouge au carré, bien sûr la partie positive va devenir, la partie négative, il va se transformer en une partie positive. C'est pourquoi, d'accord, la courbe de l'énergie, vous avez uniquement des parties qui sont positives. Ok? D'accord? Voilà. Donc, et le courant, là, ce qu'il faut remarquer surtout, donc bien sûr, on a dit que l'énergie magnétique, c'est 1/2 Li carré, l'énergie électrique, c'est 1/2 C fois IC au carré, et l'énergie totale, c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Maintenant, vous remarquez ces deux courbes-là. Vous voyez que si I de C est maximal, ça lui correspond à un courant nul. Maintenant, si vous regardez l'énergie, c'est UC maximal, vous avez une énergie électrique. Si le courant est nul, l'énergie magnétique est égale à quoi? C'est égal à 0. Pourquoi? Parce que le courant est nul. Et ça, on le voit sur la courbe qui représente l'énergie en fonction du temps. Vous voyez bien que l'énergie électrique est maximale, l'énergie magnétique est nulle.
Vous le comprenez maintenant pourquoi? Parce que si UC est maximal, vous voyez que le courant, il est nul. Maintenant, je passe, donc on a commencé à t égale à 0. Maintenant, à t égale à pi sur 4. Vous voyez que le courant, c'est le point rouge maintenant. La tension I de C, elle est nulle. Mais le courant, il est maximal. On va alors au négatif. Donc c'est moins I max. Mais puisque l'énergie magnétique, c'est I carré, donc I carré, il est maximal. Et donc, vous voyez bien que pour le point rouge, c'est l'inverse maintenant. C'est l'énergie électrique, elle est nulle, mais l'énergie magnétique, elle est maximale. On continue. Vous voyez maintenant l'autre point en jaune, ça correspond à la tension I de C maximale en valeur négative, donc c'est moins UM, mais l'énergie électrique, c'est le carré, donc l'énergie est maximale, et en ce point, vous voyez bien que l'énergie, le courant, il est nul, et donc l'énergie magnétique, elle est nulle, et ainsi de suite. Et deuxième remarque, vous voyez que la période de l'énergie, donc c'est la distance, le temps, entre deux maximums consécutifs, vous le voyez ici, donc je l'ai noté grand T, et ça n'a rien à voir avec la période de la tension ou du courant. Donc la période de l'énergie, c'est la moitié de la période de la tension. Vous voyez que l'énergie, pendant une période de UC, le courant a passé par deux maximums. D'accord? Donc voilà le premier, voilà le deuxième et le troisième. Donc vous avez deux périodes de l'énergie correspondent à une seule période de la tension et également le courant. Le courant et la tension, bien sûr, ils ont la même période. D'accord? Donc voilà tout ce qu'il faut savoir sur l'énergie. Donc vous avez une énergie électrique, une énergie magnétique, et bien sûr on verra dans les exercices que l'énergie totale, on peut l'écrire. Donc vous voyez par exemple si vous prenez T égale à 0, l'énergie elle est purement électrique et sa valeur c'est 1/2 C fois UC max au carré. Par contre pendant T sur 4, donc l'énergie là où le courant est maximal, la tension elle est nulle, donc l'énergie électrique elle est nulle, mais l'énergie magnétique est maximale. Et l'énergie totale, elle est constante. Donc, elle est égale à l'énergie électrique maximale qui est égale à l'énergie magnétique maximale. Et souvent, on utilise ces courbes d'énergie pour déduire des valeurs de capacité ou des valeurs d'inductance. Bien. Maintenant, si le circuit RLC possède une certaine résistance, bien sûr, souvent on vous donne juste cette courbe et de la commenter. Vous voyez bien, si la possède une résistance, on aura un régime pseudo-périodique. Ici, on a un régime pseudo-périodique. Rappelez-vous, comment varie la tension et le courant? Leur amplitude diminue. Or, l'énergie, c'est l'amplitude au carré du courant et l'amplitude au carré de la tension. Donc, l'énergie va diminuer. Donc, vous voyez, à quoi est due cette diminution? Bien sûr, elle est due à quoi? Elle est due à les pertes par effet Joule sous forme de chaleur dans les résistances, du moment qu'on est dans le cas où la résistance elle est non nulle. Et plus la résistance est grande, plus cette diminution va être importante. Faites très attention aux conditions initiales. Si on a démarré à T égale à 0 avec condensateur chargé, c'est l'énergie électrique qui va être maximale à T égale à 0. Par contre, si on a démarré avec la bobine qui était chargée, c'est plutôt l'énergie magnétique qui va être maximale à T égale à 0. Donc les conditions initiales sont toujours très importantes pour affecter des courbes à des grandeurs physiques. Souvent, on vous pose des questions là aussi sur ce problème. Bien, maintenant on va passer, puisqu'on a un régime pseudo-périodique, on a un problème d'amortissement, on peut le dépasser par un moyen électronique. C'est-à-dire on peut, autrement dit la question, est-ce qu'on peut éliminer cet effet d'amortissement? Eh bien pour ce faire, il faut apporter de l'énergie de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle l'entretien des oscillations. Donc pour obtenir l'entretien des oscillations dans un circuit RLC, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener de l'énergie par l'intermédiaire d'un dispositif extérieur. D'accord? Donc l'énergie perdue par effet Joule, vous vous rappelez, l'énergie en 6e année, c'est la puissance de Joule, c'est RI carré. Or, pour avoir
une source qui va fournir cette puissance-là, il faut que sa tension soit R' fois I. Je vous rappelle, la puissance d'une source électrique, c'est U fois I. Donc R' fois I multiplié par I, ça vous donne R' fois I au carré. Donc si je branche au circuit précédent une source qui va fournir une tension qui est égale à R' fois I, donc il va compenser, par conséquent il va fournir une puissance R' fois I carré, donc cette source-là va compenser les pertes d'énergie dans les résistances qui est exactement égale à R'I carré. Et dans ce cas-là, bien sûr, on va retrouver un régime périodique. Voilà le dispositif expérimental qu'on utilise, donc c'est le circuit RLC. On lui associe un système électronique dont le résultat c'est quoi? C'est de fournir une tension entre M et A qui est égale à la résistance totale du circuit fois le courant. Donc, il va fournir une puissance Ri carré, qui est exactement la puissance perdue dans les résistances qui est responsable de l'amortissement. Et donc, on va évoluer vers un régime périodique. En effet, l'équation différentielle, ou bien la loi d'additivité des tensions, vous avez I de C plus I de L plus I de R est égal à I de G. D'accord? Si je remplace I de G par R' fois I, je pose la résistance totale du circuit grand R plus petit r égale à R'. Vous voyez bien qu'on arrive à une équation différentielle exactement la même d'un circuit LC avec une résistance nulle. Donc ça veut dire on aboutit tout simplement vers un régime périodique. Donc voilà pour le circuit RLC. Bon, c'est un premier test du direct. J'espère que ça marche. Donc bien demain, si vous voulez, on fera, ou bien peut-être oui, demain ou tout à l'heure. Allez, tout à l'heure on va faire appliquer, je vous donne une demi-heure pour revoir un peu la vidéo et on va appliquer tout ça pour, par exemple, faire le baccalauréat 2010. Allez, on va vers des baccalauréats, des anciens baccalauréats, parce que quand j'ai feuilleté les sujets de baccalauréat, je trouve que les anciens sujets sont beaucoup plus pertinents. Il y a beaucoup de physique et au fur et à mesure que les années évoluent, bien sûr, on tend vers des sujets de plus en plus faciles a priori. D'accord? Donc à tout à l'heure, on va faire le baccalauréat 2010. Donc télécharger, ou bien je vais mettre le lien bien sûr sur ma chaîne YouTube pour télécharger l'énoncé et on fera une application de ce résumé. Donc à très bientôt pour une autre contribution.